Bernard Clavry, il est professeur des universités, il est le directeur de l'École nationale supérieure de cognitique de Bordeaux. Et il va nous expliquer ce que c'est que les fondations de cette révolution numérique, de ce tsunami numérique qu'on est en train de vivre. Je vous demande d'accueillir Bernard Clavry. Bon, bonjour à tous. Je ne sais pas si je serai à la hauteur des attentes, en tout cas du défi qui vient d'être lancé par David Angevin et par François Vincent. Mais on m'a posé une question, c'est l'intelligence artificielle, le futur aura-t-il encore besoin de nous? Alors je vais vous rassurer tout de suite, je ne répondrai pas à cette question. D'abord parce que la réponse pourrait être pessimiste. Et je n'ai pas envie de tomber dans le pessimisme. Je pense qu'au contraire, et ça a été évoqué tout à l'heure un petit peu par François Vincent, nous sommes devant des révolutions technologiques dont nous n'avons aucune idée, qui vont bouleverser le monde. Et je crois que c'est excessivement bien pour l'humanité. Nous sommes dans un moment de l'humanité qui va pouvoir bénéficier vraiment de manière extraordinaire et rapide de tout ce qu'on appelle les NBIC, que vous êtes ici depuis maintenant 2 jours. Pour ceux qui sont ici, vous avez vu les conférences qui ont parlé des NBIC. Tout à l'heure, nous aurons un débat avec l'Université du Futur pour parler de tout cela. En tout cas, ce que l'on peut dire et ce que l'on peut comprendre, c'est que à l'issue de ce que vous avez vu dans le film, il y a une espèce de sentiment. Ce sentiment, c'est quoi? C'est le sentiment de l'accélération. Je ne sais pas si vous avez vu le film, ça commence très doucement, puis ça s'accélère jusqu'à un point de rupture qui est celui de Turing. Et à partir de ce moment-là, les choses s'accélèrent de plus en plus et ne s'arrêtent plus de s'accélérer. C'est cette loi systématique, d'accélération systématique, qui gère en quelque sorte l'évolution des technologies. Je peux avoir la première slide, s'il vous plaît? Bon, voilà. Alors, si on commence, vous savez, les hommes aiment bien les courbes et les professeurs d'université encore plus, parce que c'est ce qui leur permet d'argumenter et d'essayer de faire comprendre un petit peu les choses. Alors, si on regarde un petit peu l'évolution de ce qu'on appelle la cognition, autrement dit de l'intelligence naturelle, l'intelligence naturelle des animaux, eh bien, on s'aperçoit que cette intelligence naturelle augmente petit à petit. Et elle augmente selon une espèce de courbe que l'on suppose être exponentielle. Mais vous voyez bien que cette augmentation est assez lente. Et puis, on voit apparaître, évidemment, à ce moment-là, l'apparition des premiers outils, puis l'apparition des premières machines, qui sont des outils articulés entre eux pour résoudre un problème non trivial, puis l'apparition des systèmes complexes, et à partir d'un certain moment, l'utilisation de l'électricité pour faire quoi? Ce que l'on faisait avec des outils et des machines, et on crée les premiers ordinateurs. On va appeler ça des smart machines. Autrement dit, des machines qui sont des machines d'intelligence, des machines à penser, en quelque sorte. Et on s'aperçoit que depuis les premiers ordinateurs, la slide suivante, s'il vous plaît. Ah, ben voilà, d'accord, très bien. Alors la slide suivante, là voilà, eh bien on s'aperçoit que les outils, les machines, les systèmes complexes, donnant les ordinateurs, ces ordinateurs qui sont des machines intelligentes, ne nous trompons pas, qui font comme si elles étaient intelligentes. C'est une analogie lorsqu'on parle de machines intelligentes. Ce n'est pas l'intelligence humaine, mais elles font comme si elles étaient intelligentes et elles ont les mêmes performances. Elles ont quasiment des performances même supérieures. Alors, peu importe de savoir si vous êtes intelligent, l'important c'est que les gens croient que vous êtes intelligent. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Eh bien, c'est la même chose pour l'intelligence, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a que des preuves d'intelligence. Eh bien, là, nous sommes dans un moment où, actuellement, la courbe s'accélère de manière fondamentale et, bien évidemment, rapidement, alors que nous sommes ici, elle va un jour croiser en performance la courbe de l'intelligence naturelle. Ce point dit de singularité technologique. Ce point de singularité technologique ouvre le moment du transhumanisme. Et vous avez tout un système de pensée qui s'organise autour de quoi? Eh bien, essayons de voir comment nous pouvons négocier ce point de singularité
autrement dit quand l'intelligence artificielle devient plus intelligente que l'intelligence naturelle. Et le deuxième volet, c'est essayons d'utiliser ces technologies pour essayer d'inflexer, d'augmenter la courbe de l'intelligence naturelle, autrement dit, de rendre les hommes encore plus intelligents grâce aux technologies. Alors, cette chose-là, eh bien, on peut essayer de la replacer dans ce qu'on appelle l'âge des technologies. Si on regarde les technologies, j'ai mis ici une échelle qui est une échelle de temps, non pas en années, mais en nombre de générations. Vous êtes ici, ici c'était vos parents, ça c'est vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, etc., etc., etc. Et ici, à moins 100 000 générations, c'était le paléolithique. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on commence déjà à poser à l'extérieur du cerveau des morceaux d'intelligence. Et à partir de ce moment-là, on crée le langage, mais également on crée l'art et on développe des choses qui sont des morceaux d'intelligence posés à l'extérieur du cerveau. Puis, on va appeler ça l'ouverture des technologies 1.0, jusqu'à ce que apparaissent les époques de l'imprimerie. L'imprimerie, ça va être quoi? Ça va être l'industrialisation de la capacité à me poser des morceaux de votre intelligence, de votre raisonnement, à l'extérieur, sur des livres, et la diffuser. À partir de ce moment-là, on va ouvrir une deuxième époque, qui est l'époque des technologies 2.0, qui va aborder tout ce qui a été fait avant, mais avec une accélération beaucoup plus importante, et ceci grâce à l'apparition de l'électricité. Et l'électricité va voir apparaître des téléphones, la radio, la télévision, puis la cybernétique. Et la cybernétique avait les premiers ordinateurs. On va passer aux technologies 3.0 jusqu'à maintenant, et demain, nous aborderons le volet des technologies 4.0. Le seul problème, c'est que nous ne savons pas ce qu'elles seront. Nous ne pouvons que essayer de comprendre, d'espérer ce qu'elles seront. En tout cas, on sait que, alors qu'on arrive aujourd'hui à un homme augmenté, à un homme connecté, on passera à un homme enrichi, à un homme évolué par les technologies. Eh bien, cette volonté, cette inflexion exponentielle, eh bien, elle a été particulièrement à l'origine du développement des grandes industries, qui sont les grandes industries des GAFA, de la côte ouest américaine, de la côte nord-est américaine, ainsi que de l'Asie. Et la conviction de toutes ces entreprises et de tous ces laboratoires, c'est que nous sommes dans cette courbe exponentielle qui va être des génératrices de plus vite, de mieux, de moins cher et de encore mieux pour l'humanité. Alors, cette conviction, elle est apparue à partir d'un rapport, elle a pris naissance et elle a été publiée à partir d'un rapport qui a été donné en 2002 à la suite d'une commande de la National Science Foundation et du département of Commerce et qui a réuni une cinquantaine de scientifiques pour essayer de définir qu'est-ce que c'est que l'avenir des technologies, pourquoi, pour augmenter la performance humaine, pour préparer la singularité, pour aller au-delà de ce que nous savons faire avec les technologies. Et ce rapport a défini un projet qui est le projet de la convergence entre des grands secteurs disciplinaires qui sont d'une part les nanotechnologies, autrement dit les technologies des éléments de la matière, des biotechnologies, les technologies organisées vers le biologique, notamment le génome, mais pas que. Le génome, tout ce qui est aussi augmentation par les technologies à l'intérieur du corps, les électrodes implantées, etc., etc. Les informations technologies, autrement dit en France l'informatique, et les cognitives technologies. Autrement dit, celles qui sont les technologies organisées pour faciliter la pensée de l'homme. Et nous avons donc nano, bio, info, cogno, NBIC. Ces NBIC, elles ont déjà commencé à converger. Et on voit apparaître, deux à deux, déjà des choses entre les technologies informatiques et les nanotechnologies, avec la nanoélectronique, mais également entre les technologies informatiques et la biotechnologie, avec
l'utilisation du génome pour faire des machines informationnelles, pour stocker l'information sur du génome. On a également ces technologies cognitives, avec aussi des nanotechnologies, et cette convergence a un lieu particulier, qui est celui de l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, eh bien, on la voit, on peut dire que l'intelligence artificielle est un ensemble de plusieurs types d'intelligence artificielle. Et on peut déterminer des intelligences artificielles substitutives, celles qui font que les machines remplacent les hommes et réussissent à battre Kasparov ou à abattre Léo Sedol au gauche de Go. Elles n'ont plus besoin de l'homme pour être meilleures que l'homme. L'intelligence artificielle augmentative, celle qui va augmenter la capacité de l'homme, c'est-à-dire que vous penserez mieux avec des lunettes intelligentes qui enrichissent votre système visuel, ou l'intelligence hybride, c'est-à-dire le man-machine teaming, autrement dit, la collaboration entre l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle. On a donc une espèce de nébuleuse de l'intelligence artificielle qui se place entre l'informatique, entre la cognitique et entre les biotechnologies, et elle donne une espèce de nébuleuse avec un ensemble d'intelligence artificielle. Autrement dit, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de secteurs qui font de l'intelligence non naturelle ou de l'intelligence naturelle aidée. Alors, cette intelligence artificielle, les voilà, eh bien, elle va être traversée par, évidemment, les nanotechnologies, et tout va se diminuer pour pouvoir même être embarqué, y compris embarqué sur les hommes, voire dans les hommes. Alors, vous savez que tout cela, l'intelligence artificielle, n'est possible qu'avec l'explosion des data, le big data, et avec l'explosion des capacités de traitement numériques par les méga-ordinateurs. Et voici un ordinateur qui est celui qu'en France on a le plus gros, qui est à Pau chez Total, et qui fait à peu près des choses qui sont à peu près comme celles d'un insecte. Voilà, un cerveau d'un insecte. Mais on a celles qui les superordinateurs européens, américains, et les superordinateurs chinois, qui sont les plus puissants du monde, et qui, actuellement, peuvent faire comme s'ils étaient aussi intelligents que des souris. Mais pourquoi voulez-vous que ça s'arrête? Puisque le futur va être sur les ordinateurs quantiques qui vont faire exploser encore plus les capacités de calcul, de traitement de l'information, et la photonique calculatoire qui va encore accélérer la transmission des calculs. Eh bien, tout cela nous amène à trois grands secteurs. Le secteur du numérique avec les supercalculateurs, le secteur, et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, des robots, autrement dit des machines qui sont à côté et qui font comme si elles étaient des hommes, et des hommes qui sont hybridés avec des technologies. Alors, les robots, il est difficile de parler d'intelligence artificielle sans robot. Qu'est-ce que c'est qu'un robot? C'est un tas de tôles, de boulons, etc., avec un calculateur à l'intérieur ou à l'extérieur d'ailleurs, car il peut être en communication radio avec le calculateur extérieur, et qui fait quoi? Eh bien, qui fait quelque chose à la place des hommes, ou qui fait quelque chose en aidant les hommes, ou qui fait quelque chose en se faisant passer pour un homme. Et actuellement, la problématique que vous pouvez avoir, c'est est-ce que je suis un robot? Comment pouvez-vous démontrer que je ne le suis pas? Comment pouvez-vous démontrer, alors que vous me voyez ici, que j'ai un cerveau dans mon crâne, un cerveau biologique dans mon crâne? C'est un problème qui est un problème particulier, c'est celui de l'implantation. J'ai pu être implanté avec quelque chose d'artificiel. C'est déjà fait. Ça se fait. Voici le supermarché des prothèses actuelles. Vous pouvez avoir des jambes artificielles, mais vous pouvez avoir des prothèses passives sans électronique et des prothèses actives avec de l'électronique, collaborant entre elles, communiquant avec l'extérieur, etc., etc. Eh bien ce n'est ni plus ni moins qu'un projet qui est celui d'un homme artificiel. Et cet homme artificiel, eh bien, on peut très bien l'envisager avec des cœurs karma,
des peaux artificielles. Nous avons des entreprises ici qui fabriquent la peau artificielle et une intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, eh bien, elle est en quelque sorte celle qui fait comme ce que ferait le cerveau. Et rien n'empêche d'avoir des cerveaux à l'extérieur d'un corps connectés de cette manière. En tout cas, ils peuvent collaborer, ce qui fait qu'on peut avoir dit des avatars, et certains pensent que vers 2020-2030, on aura des copies robotiques d'un corps humain contrôlées par le cerveau de quelqu'un d'autre, par radio, mais en 2025-2035, un robot avatar avec lequel on pourra hybrider un cerveau. Enfin, en 2030-2040, un avatar avec un réseau hybride, etc. Et pourquoi voulez-vous avoir à ce moment-là un corps? Eh bien, on va se passer des corps et on aura simplement des avatars qui sont des avatars numériques. Alors, tout ceci fait peur. Tout ceci fait peur. Je vous assure, il n'y a pas de quoi avoir peur, car dès qu'il y a un progrès exponentiel, nous sommes face à cette problématique. C'est-à-dire que le changement technologique est toujours plus rapide que l'acceptation sociale, que la progression marchande, ou évidemment que l'évolution juridique, avec le temps que les juges se mettent à penser ce qu'il devrait être de bien pour la société. Alors évidemment, nous avons quoi? Une augmentation de la différence. Et c'est cette augmentation de la différence qui fait qu'actuellement, on observe des résistances. Des résistances, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce que sera l'intelligence artificielle, on ne sait pas lui donner confiance, on ne sait pas avoir confiance en l'intelligence artificielle. Vous connaissez, ça a été expliqué hier, cette espèce d'expérience où un train dévale une voie ferrée, un train fou dévale une voie ferrée, et vous avez un homme qui ici a un aiguillage, et s'il ne touche pas l'aiguillage, eh bien, il va y avoir 5, 20 morts. Alors que s'il touche l'aiguillage, il va sur la voie de garage, mais malheureusement, il y a quelqu'un qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, s'il ne fait rien, évidemment, c'est non-assistance à personne en danger, et il y a 20 morts, mais s'il fait quelque chose, c'est un meurtre. Mais il n'y a qu'un mort. Donc vous avez un problème qui est un problème moral. Évidemment, ce problème moral, vous l'avez si c'est un robot qui doit avoir l'aiguillage. Comment vous allez le programmer? Qui va le programmer? Comment va-t-il expliquer ce qu'il va faire? Comment va-t-il justifier de sa décision? Puisque ce sera un robot. Et là, nous avons un vrai problème, qui est celui de la délégation et de la responsabilité. Et cette délégation, cette responsabilité, elle est déjà parmi vous. Est-ce que la voiture autonome va écraser 20 personnes ou elle va vous tuer en tant que conducteur? Autrement dit, 20 d'un côté, 1 de l'autre. Mais est-ce que vous allez acheter une voiture qui risque de vous tuer? Comment va-t-elle justifier le fait qu'elle vous met en danger? Et ce problème-là, évidemment, nous allons l'avoir très rapidement avec les systèmes d'armes. Les systèmes d'armes, évidemment, c'est exactement le même problème. Donc nous avons là des problèmes qui sont des problèmes éthiques fondamentaux, et Mme Parly l'a assuré, la France ne construira pas d'armes létales autonomes. Les systèmes d'armes létales autonomes ne seront pas construits en France. Mais évidemment, nous aurons d'autres problèmes. Et ces problèmes, ils engagent quoi? Au niveau social, ils engagent 4 positions. La première position, c'est celle qu'on appelle des néoludistes, ceux qui ne veulent pas entendre parler du problème. Non, 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 cassons les machines plutôt que les laisser devenir autonomes. Vous connaissez des gens comme ça, il y en a plein. Le deuxième, c'est contrôler. Ah non, non, on va laisser faire, mais on va mettre des flics derrière tous les chercheurs, tous les scientifiques, etc. Le problème, c'est que la compétence de la police s'arrête à la frontière. Troisièmement, c'est, bon, de toute façon, laissons faire, c'est pas mon problème, après moi le déluge. Et le quatrième, dans lequel s'engage d'ailleurs notre gouvernement, c'est essayer de favoriser, en prenant en compte tous ces facteurs, et en maintenant notre état d'avancement de la science, au niveau de la compétition internationale, qui ne va pas s'arrêter. Cela se double de 3 autres possibilités, c'est-à-dire qu'on peut très bien refuser, réglementer, s'en moquer ou faciliter, d'une part pour la santé, c'est-à-dire qu'on veut bien modifier le génome si ça doit résoudre notre propre cancer, mais on ne veut pas l'utiliser pour faire des enfants super intelligents comme c'était un projet en Chine, ou alors on peut le faire pour la nature et la terre,
On peut essayer de trouver des technologies pour dépolluer, pour supprimer le continent de plastique, ou alors pour la morale et pour augmenter la culture de l'homme, ou au contraire, pour faire de la rentabilité et dans une morale post-libérale. Voilà, je vois qu'on fait des signes pour que j'arrête, alors ça tombe bien. Voilà quelques idées sur l'IA, l'autonomie et le futur, des questions éthiques évidemment vertigineuses. Je crois qu'il ne peut pas y avoir d'intelligence artificielle dans les laboratoires d'informatique seuls. Elle doit être croisée avec de l'éthique, des juridiques et évidemment toutes les sciences humaines et sociales. Alors, je ne sais pas si l'IA du futur aura besoin de nous, mais ce dont je suis persuadé, c'est que le futur aura besoin de vous. Merci Bernard Clavry.